Le 10 septembre 2025 à 9h12 précise, une vibration nette secoua la surface brillante du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. C'était son téléphone. Il jeta un œil à l'écran encore embué par la lumière matinale. Une notification AFP venait de tomber. Le message était cinglant sans détour ni nuance. Mélenchon dégainait sa motion de censure prête à frapper dès l'ouverture des débats à l'Assemblée. Un coup d'envoi politique brutal et sans préavis. À peine installé à Matignon, à peine 24 heures après avoir été propulsé à la tête du gouvernement par Emmanuel Macron, conséquence directe de l'effondrement brutal de François Bayrou-Sébastien Lecornu, reposa sa tasse avec une lenteur calculée sur la soucoupe en porcelaine fine. Le café fumait encore. Sa main, sans qu'il s'en rende vraiment compte, se contracta légèrement. Une seule journée. Une seule. Et déjà Jean-Luc Mélenchon, figure incendiaire de la France insoumise, lançait les hostilités comme s'il s'agissait d'une guerre déclarée front contre front. Derrière les lourds rideaux, la capitale s'étirait doucement sous un voile de brume de septembre indifférente, presque naïve, face au séisme politique en gestation. Tu crois savoir ce qui arrive, mais tu ignores encore tout de ce qui va tomber. À cet instant précis, nul n'avait la moindre idée de la suite, ni les proches collaborateurs de Lecornu arrivant en urgence à Matignon, ni les éditorialistes convaincus d'assister à une censure promise à l'échec. Quant à Mélenchon, retranché dans son bureau du 10e arrondissement, il peaufinait déjà avec une précision quasi chirurgicale les prochains mouvements de son offensive. Dans quelques heures à peine, Sébastien Lecornu allait lâcher une réplique si tranchante qu'elle ferait exploser comme des bulles de savon toute la stratégie millimétrée de Mélenchon. Et ce ne serait pas un discours enflammé ni un plaidoyer de 40 minutes. Non, juste une phrase, une seule. Courte, nette, implacable, de celle qu'on n'oublie pas et que les chaînes d'infos tournent en boucle jusqu'à l'épuisement. Une phrase qui allait sans crier gare rebattre les cartes de la politique française. Mais pour mesurer l'onde de choc, il faut remonter un peu le fil. Flashback au 8 septembre au soir, la République vacille. Le paysage politique français est KO debout. François Bayrou, centriste historique et éternel optimiste budgétaire, s'effondre spectaculairement après un vote de confiance transformé en exécution publique. Résultat sans appel, 364 députés toutes tendances confondues lui tournent le dos. En moins de 100 jours, c'est le 3e gouvernement qui chute, du jamais vu sous la 5e. Et ce chaos, c'est dans ce décor de crise institutionnelle que Lecornu entre en scène. Le pays tanguait dangereusement au bord d'un gouffre institutionnel. Les boursiers viraient au rouge, les investisseurs prenaient peur, et Moody's brandissait déjà la menace d'un abaissement de la note souveraine. Dans la rue, les syndicats chauffaient les tambours de la grève générale. À l'Élysée, Emmanuel Macron, retranché comme un joueur d'échecs en panne de coups, scrutait désespérément son échiquier politique. Son regard finit par se fixer sur une pièce en apparence discrète mais redoutablement mobile, Sébastien Lecornu. 39 ans, ex-ministre des Armées, figure agile du macronisme, capable de manœuvrer entre les lignes droites et centristes sans jamais perdre l'équilibre. Un homme qui avait déjà désamorcé des bombes politiques, comme la réforme de la défense qui savait aussi bien manier le verbe en comité que dialoguer casque sur la tête avec les officiers sur le terrain. Bref, un profil taillé pour affronter la tempête sans reculer d'1 millimètre. Le 9 septembre à 20h pile, la nomination est tombée comme une alerte info, Lecornu à Matignon. Et aussitôt, les réactions s'enflammèrent. Marine Le Pen, fidèle à son art du sarcasme, lança sur Twitter que Macron venait de se trouver un nouveau pare-feu jetable. Bruno Reynaud, du côté des Républicains, réclama illico un virage clair. Olivier Faure, du PS, dénonça une prolongation intolérable du macronisme. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui dégaina le plus vite et frappa le plus fort. À peine 2 heures après l'annonce de la nomination, de Lecornu soit à 22h30 tapante, Jean-Luc Mélenchon dégainait déjà sa plume virtuelle. Sur son blog, il publiait un texte incendiaire de 3000 mots au titre sans équivoque « Le déni ». Dans cette tribune, en forme de démonstration chirurgicale, le chef de file de la France insoumise ne se contentait pas de contester, il décortiquait avec précision ce qu'il considérait comme l'imposture politique du moment Lecornu, n'avait selon lui aucune légitimité pour occuper Matignon.
Il rappelait à grands traits que le nouveau Front populaire était sorti en tête des législatives de juillet et dénonçait ce qu'il qualifiait de détournement de l'esprit constitutionnel par un président qui persistait à nommer un Premier ministre sans majorité parlementaire. Mais Mélenchon ne s'arrêtait pas à la dénonciation. Il traçait déjà le chemin du combat. Dès l'ouverture de la session parlementaire, nous dégainerons une motion de censure immédiate fondée sur l'article. Lecornu tombera avec le 49. Macron, visiblement, veut tester toute la Constitution article par article avant d'admettre qu'il doit dégager. Un missile rhétorique à tête chercheuse prêt à exploser dès la rentrée parlementaire. Le discours de Mélenchon fit l'effet d'un coup de tonnerre sur toute la gauche. En moins de temps qu'il n'en faut pour rafraîchir un fil Twitter, Mathilde Panot reprenait l'appel à l'unisson sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Manuel Bompard, chef d'orchestre de la France insoumise, défilait sur les plateaux télé avec un seul refrain en bouche, censure immédiate, pas de marchandage, aucune concession. Mais ce n'était là que l'entrée. Le plat principal, bien plus redoutable pour Lecornu, tenait dans une manœuvre bien plus fine. Mélenchon, calculateur et audacieux, avait publiquement sommé les socialistes, les écolos et les communistes d'arrêter, selon ses mots, de jouer la comédie et de rejoindre les rangs de la censure. Un appel qui n'avait rien d'anodin s'il parvenait à unir toute la gauche et si l'extrême droite du Rassemblement national refaisait le coup. De Bayrou, alors le gouvernement tomberait comme un château de cartes dès le premier vote. Et là, les chiffres ne mentiennent pas. La France insoumise alignait 74 députés le PS, 66 les Verts 13, le PCF 11 et le RN impressionnant 123, total 287 voix. 2 voix de moins que la majorité fatidique 289. Le scénario de la chute n'était pas qu'un fantasme de tribune, c'était un calcul froid précis. Il suffisait d'un petit rien, d'un mini-accro, pour faire basculer le destin de Lecornu. À moins bien sûr que ce dernier trouve un levier pour briser ce fragile assemblage. Matin du 10 septembre. À Matignon, l'air était dense, chargé d'adrénaline et de manque de sommeil. Sébastien Lecornu avala la dernière gorgée de café comme on avale un médicament amer, puis appuya sur le bouton rouge « Réunion de crise ». En quelques minutes, les piliers de son cercle rapproché prirent place autour de l'imposante table en acajou. Marc Vallière, vieux compagnon des batailles diplomatiques, ouvrit la marche. Dans son sillage, Adrien Facan, chef de cabinet méthodique, Philippe Gustine, stratège de l'ombre et quelques visages familiers aux traits tirés. 2 jours sans sommeil, ça se lisait dans leurs yeux, ça se devinait dans leurs gestes mécaniques. Vallière ne perdit pas une seconde. Il posa son iPad au centre de la table. Les unes du jour s'y affichaient comme un bulletin de guerre. « Monsieur le Premier ministre, la situation est sérieusement en train de nous échapper. Mélenchon a frappé juste. Les médias ont mordu à l'hameçon. La censure est partout. France Inter a publié un sondage à l'aube. 62% des Français vous voient déjà éjecté d'ici 15 jours. Silence. Lecornu resta muet. Il se leva lentement, marcha vers la fenêtre, dos à ses conseillers, mains jointes dans le dos, comme un général avant la bataille. Le silence s'épaississait, presque étouffant. Facan, visiblement mal à l'aise, osa ouvrir le bal des hypothèses. Plusieurs options sont prêtes. La première ignorait totalement Mélenchon. Se focaliser sur des pourparlers discrets avec les socialistes et les républicains. L'objectif forger une majorité de circonstances, éviter l'affrontement. Lecornu resta dos à la pièce, secouant la tête lentement comme s'il effaçait mentalement un plan qu'il jugeait déjà obsolète. Voyant cela, Gustine prit le relais, déterminé à faire avancer les options. Il y a une autre voie plus musclée. On pourrait accuser la France insoumise de jouer avec le feu. Montrer que leur frénésie de censure successive met en péril la stabilité du pays. Et surtout appeler les autres partis à faire preuve de maturité politique. Mais c'est à ce moment précis que Lecornu se retourna lentement, puis planta ses yeux clairs dans ceux de Gustine. Son ton calme mais tranchant coupa l'élan de toute la pièce. Justement, c'est exactement le terrain sur lequel Mélenchon veut m'attirer. Il rêve d'une confrontation. Il espère que je réplique, que je rentre dans la mêlée, que je quémande des alliances. Il veut me voir vaciller. Vallière perplexe arqua un sourcil. Dans ce cas, qu'avez-vous en tête, monsieur le Premier ministre ? Un rictus discret se dessina sur le visage de Lecornu.
Le genre de sourire que l'on voit chez quelqu'un qui vient de découvrir le défaut dans l'armure de son ennemi. Je vais faire l'exact opposé de ce qu'il attend, pas de fuite, pas de défense, et certainement pas de négociation. Je vais lui répondre, mais pas demain, pas dans un communiqué, pas dans une interview, ici, maintenant, et en une phrase. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Fâchant hésitant, tenta de résister à l'évidence. Une phrase, monsieur le Premier ministre Mélenchon a publié une tribune fleuve. 3000 mots. Relayé partout. Il a mobilisé toute la gauche, saturé les médias. Vous comptez lui opposer une phrase Lecornu le coupa sans hausser le ton, mais avec cette autorité tranquille qui clôt un débat avant qu'il ne commence. Justement, parce que c'est là qu'il ne m'attend pas. Mélenchon a construit un château de mots brique par brique, espérant m'y piéger dans une joute d'arguments. Il pense que je vais m'essouffler à répondre point par point. Mais non, je vais faire sauter tout ça avec une grenade de simplicité. Vallière, qui connaissait le style Lecornu mieux que quiconque, comprit en un éclair. Vous voulez désamorcer sa machine en coupant l'alimentation, le priver de débat. Exactement, confirma Lecornu en se réinstallant calmement dans son fauteuil. Mélenchon, c'est un gladiateur du verbe, un maestro de la mise en scène oratoire. Il espère que je monte sur son ring. Mais je vais faire autre chose, je vais lui prouver qu'on peut éteindre un feu de forêt avec une seule goutte. Gustine ouvrit son carnet prêt à noter. Alors cette goutte, elle dit quoi? Lecornu inspira profondément. Il savait que cette phrase serait soit un coup de génie, soit une erreur fatale. Voici ce que je vais dire. Et rien d'autre, monsieur Mélenchon, allez-y déposer votre motion. J'attends. Le vide sonore qui s'installa après la déclaration de Lecornu était presque violent. Fassan tenta de dire quelque chose, ouvrit la bouche, la referma, puis tenta à nouveau sans succès. « Attendez, c'est tout ce que vous allez dire, c'est exactement ça », répondit Lecornu imperturbable comme s'il annonçait la météo. « 7 mots. Pas d'argumentaire fleuve, pas de plaidoirie défensive, aucune pique en retour. Juste un coup net franc qui ne laissait place qu'à 2 lectures, un acte de bravoure ou une démonstration d'arrogance froide. Vallière lui avait déjà vu le tableau complet. Il comprenait le mouvement d'échec et mat qui se dessinait. En clair, vous le poussez à jouer sa carte. Vous forcez sa main. Soit il va au bout et il peut perdre la face si ça échoue. Soit il recule et il passe pour un bavard impuissant. Et dans tous les cas, vous ne lui laissez aucun angle d'attaque. Exactement, confirma Lecornu. Il ne verra rien venir. Mélenchon a bâti toute sa mise en scène. Le 10 septembre 2025 à 9h12 précise une vibration nette secoua la surface brillante du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. C'était son téléphone. Il jeta un œil à l'écran encore embué par la lumière matinale. Une notification AFP venait de tomber. Le message était cinglant sans détour ni nuance. Mélenchon dégainait sa motion de censure prête à frapper dès l'ouverture des débats à l'Assemblée. Un coup d'envoi politique brutal et sans préavis, à peine installé à Matignon, à peine 24 heures après avoir été propulsé à la tête du gouvernement par Emmanuel Macron, conséquence directe de l'effondrement brutal de François Bayrou-Sébastien Lecornu, reposa sa tasse avec une lenteur calculée sur la soucoupe en porcelaine fine. Le café fumait encore. Sa main, sans qu'il s'en rende vraiment compte, se contracta légèrement. Une seule journée. Une seule. Et déjà Jean-Luc Mélenchon, figure incendiaire de la France insoumise, lançait les hostilités comme s'il s'agissait d'une guerre déclarée front contre front. Derrière les lourds rideaux, la capitale s'étirait doucement sous un voile de brume de septembre indifférente, presque naïve, face au séisme politique en gestation. Tu crois savoir ce qui arrive, mais tu ignores encore tout de ce qui va tomber. À cet instant précis, nul n'avait la moindre idée de la suite, ni les proches collaborateurs de Lecornu arrivant en urgence à Matignon, ni les éditorialistes convaincus d'assister à une censure promise à l'échec. Quant à Mélenchon, retranché dans son bureau du 10e arrondissement, il peaufinait déjà avec une précision quasi chirurgicale les prochains mouvements de son offensive. Dans quelques heures à peine, Sébastien Lecornu allait lâcher une réplique si tranchante qu'elle ferait exploser comme des bulles de savon. Le 10 septembre 2025 à 9h12 précise une vibration nette
secoua la surface brillante du bureau de Sébastien Lecornu à Matignon. C'était son téléphone. Il jeta un œil à l'écran encore embué par la lumière matinale. Une notification AFP venait de tomber. Le message était cinglant sans détour ni nuance. Mélenchon dégainait sa motion de censure prête à frapper dès l'ouverture des débats à l'Assemblée. Un coup d'envoi politique brutal et sans préavis. À peine installé à Matignon, à peine 24 heures après avoir été propulsé à la tête du gouvernement par Emmanuel Macron, conséquence directe de l'effondrement brutal de François Bayrou-Sébastien Lecornu, reposa sa tasse avec une lenteur calculée sur la soucoupe en porcelaine fine. Le café fumait encore. Sa main, sans qu'il s'en rende vraiment compte, se contracta légèrement. Une seule journée. Une seule. Et déjà Jean-Luc Mélenchon, figure incendiaire de la France insoumise, lançait les hostilités comme s'il s'agissait d'une guerre déclarée front contre front. Derrière les lourds rideaux, la capitale s'étirait doucement sous un voile de brume de septembre indifférente, presque naïve, face au séisme politique en gestation. Tu crois savoir ce qui arrive, mais tu ignores encore tout de ce qui va tomber. À cet instant précis, nul n'avait la moindre idée de la suite, ni les proches collaborateurs de Lecornu arrivant en urgence à Matignon, ni les éditorialistes convaincus d'assister à une censure promise à l'échec. Quant à Mélenchon, retranché dans son bureau du 10e arrondissement, il peaufinait déjà avec une précision quasi chirurgicale les prochains mouvements de son offensive. Dans quelques heures à peine, Sébastien Lecornu allait lâcher une réplique si tranchante qu'elle ferait exploser comme des bulles de savon toute la stratégie millimétrée de Mélenchon. Et ce ne serait pas un discours enflammé ni un plaidoyer de 40 minutes. Non, juste une phrase, une seule, courte, nette, implacable, de celle qu'on n'oublie pas et que les chaînes d'infos tournent en boucle jusqu'à l'épuisement. Une phrase qui allait sans crier gare rebattre les cartes de la politique française. Mais pour mesurer l'onde de choc, il faut remonter un peu le fil. Flashback au 8 septembre au soir, la République vacille. Le paysage politique français est KO debout. François Bayrou, centriste historique et éternel optimiste budgétaire, s'effondre spectaculairement après un vote de confiance transformé en exécution publique. Résultat sans appel, 364 députés toutes tendances confondues lui tournent le dos. En moins de 100 jours, c'est le 3e gouvernement qui chute, du jamais vu sous la 5e. Et ce chaos, c'est dans ce décor de crise institutionnelle que Lecornu entre en scène. Le pays tanguait dangereusement au bord d'un gouffre institutionnel. Les bourses viraient au rouge, les investisseurs prenaient peur. Et Moody's brandissait déjà la menace d'un abaissement de la note souveraine. Dans la rue, les syndicats chauffaient les tambours de la grève générale. À l'Élysée, Emmanuel Macron, retranché comme un joueur d'échecs en panne de coups, scrutait désespérément son échiquier politique. Son regard finit par se fixer sur une pièce en apparence discrète mais redoutablement mobile, Sébastien Lecornu. 39 ans, ex-ministre des Armées, figure agile du macronisme capable de manœuvrer entre les lignes droites et centristes sans jamais perdre l'équilibre. Un homme qui avait déjà désamorcé des bombes politiques, comme la réforme de la défense qui savait aussi bien manier le verbe en comité que dialoguer casque sur la tête avec les officiers sur le terrain. Bref, un profil taillé pour affronter la tempête sans reculer d'1 millimètre. Le 9 septembre à 20h pile, la nomination est tombée comme une alerte info, Lecornu à Matignon. Et aussitôt, les réactions s'enflammèrent. Marine Le Pen, fidèle à son art du sarcasme, lança sur Twitter que Macron venait de se trouver un nouveau pare-feu jetable. Bruno Reynaud, du côté des Républicains, réclama illico un virage clair. Olivier Faure, du PS, dénonça une prolongation intolérable du macronisme. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui dégaina le plus vite et frappa le plus fort. À peine 2 heures après l'annonce de la nomination, de Lecornu soit à 22h30 tapante, Jean-Luc Mélenchon dégainait déjà sa plume virtuelle. Sur son blog, il publiait un texte incendiaire de 3000 mots au titre sans équivoque « Le déni ». Dans cette tribune, en forme de démonstration chirurgicale, le chef de file de la France insoumise ne se contentait pas de contester, il décortiquait avec précision ce qu'il considérait comme l'imposture politique du moment Lecornu, n'avait selon lui aucune légitimité pour occuper Matignon. Il rappelait à grands traits que le nouveau Front populaire était sorti en tête des législatives de juillet
et dénonçait ce qu'il qualifiait de détournement de l'esprit constitutionnel par un président qui persistait à nommer un Premier ministre sans majorité parlementaire. Mais Mélenchon ne s'arrêtait pas à la dénonciation. Il traçait déjà le chemin du combat. Dès l'ouverture de la session parlementaire, nous dégainerons une motion de censure immédiate fondée sur l'article. Le Cornu tombera avec le 49. Macron, visiblement, veut tester toute la Constitution article par article avant d'admettre qu'il doit dégager. Un missile rhétorique à tête chercheuse prêt à exploser dès la rentrée parlementaire. Le discours de Mélenchon fit l'effet d'un coup de tonnerre sur toute la gauche. En moins de temps qu'il n'en faut pour rafraîchir un fil Twitter, Mathilde Panot reprenait l'appel à l'unisson sur les réseaux sociaux. Le lendemain matin, Manuel Bompard, chef d'orchestre de la France insoumise, défilait sur les plateaux télé avec un seul refrain en bouche, censure immédiate, pas de marchandage, aucune concession. Mais ce n'était là que l'entrée. Le plat principal, bien plus redoutable pour Le Cornu, tenait dans une manœuvre bien plus fine. Mélenchon, calculateur et audacieux, avait publiquement sommé les socialistes, les écolos et les communistes d'arrêter, selon ses mots, de jouer la comédie et de rejoindre les rangs de la censure. Un appel qui n'avait rien d'anodin s'il parvenait à unir toute la gauche et si l'extrême droite du Rassemblement national refaisait le coup. De Bayrou, alors le gouvernement tomberait comme un château de cartes dès le premier vote. Et là, les chiffres ne mentaient pas. La France insoumise alignait 74 députés le PS, 66 les Verts 13, le PCF 11 et le RN impressionnant 123, total 287 voix, 2 voix de moins que la majorité fatidique 289. Le scénario de la chute n'était pas qu'un fantasme de tribune, c'était un calcul froid précis. Il suffisait d'un petit rien, d'un mini-accro, pour faire basculer le destin de Le Cornu. À moins bien sûr que ce dernier trouve un levier pour briser ce fragile assemblage. Matin du 10 septembre. À Matignon, l'air était dense, chargé d'adrénaline et de manque de sommeil. Sébastien Le Cornu avala la dernière gorgée de café comme on avale un médicament amer, puis appuya sur le bouton rouge réunion de crise. En quelques minutes, les piliers de son cercle rapproché prirent place autour de l'imposante table en acajou. Marc Vallière, vieux compagnon des batailles diplomatiques, ouvrit la marche. Dans son sillage, Adrien Facan, chef de cabinet méthodique, Philippe Gustine, stratège de l'ombre et quelques visages familiers aux traits tirés. 2 jours sans sommeil, ça se lisait dans leurs yeux, ça se devinait dans leurs gestes mécaniques. Vallière ne perdit pas une seconde. Il posa son iPad au centre de la table. Les unes du jour s'y affichaient comme un bulletin de guerre. « Monsieur le Premier ministre, la situation est sérieusement en train de nous échapper. Mélenchon a frappé juste. Les médias ont mordu à l'hameçon. La censure est partout. France Inter a publié un sondage à l'aube. 62% des Français vous voient déjà éjecté d'ici 15 jours. » Silence. Le Cornu resta muet. Il se leva lentement, marcha vers la fenêtre, dos à ses conseillers, mains jointes dans le dos, comme un général avant la bataille. Le silence s'épaississait, presque étouffant. Facan, visiblement mal à l'aise, osa ouvrir le bal des hypothèses. Plusieurs options sont prêtes. La première ignorait totalement Mélenchon, se focaliser sur des pourparlers discrets avec les socialistes et les républicains. L'objectif forger une majorité de circonstances, éviter l'affrontement. Le Cornu resta dos à la pièce, secouant la tête lentement comme s'il effaçait mentalement un plan qu'il jugeait déjà obsolète. Voyant cela, Gustine prit le relais, déterminé à faire avancer les options. Il y a une autre voie plus musclée. On pourrait accuser la France insoumise de jouer avec le feu. Montrer que leur frénésie de censure successive met en péril la stabilité du pays. Et surtout appeler les autres partis à faire preuve de maturité politique. Mais c'est à ce moment précis que Le Cornu se retourna lentement, puis planta ses yeux clairs dans ceux de Gustine. Son ton calme mais tranchant coupa l'élan de toute la pièce. Justement, c'est exactement le terrain sur lequel Mélenchon veut m'attirer. Il rêve d'une confrontation. Il espère que je réplique, que je rentre dans la mêlée, que je quémande des alliances. Il veut me voir vaciller. Vallière perplexe arqua un sourcil. Dans ce cas, qu'avez-vous en tête, monsieur le Premier ministre ? Un rictus discret se dessina sur le visage de Le Cornu, le genre de sourire que l'on voit chez quelqu'un qui vient de découvrir le défaut dans l'armure de son ennemi.
Je vais faire l'exact opposé de ce qu'il attend. Pas de fuite, pas de défense et certainement pas de négociation. Je vais lui répondre, mais pas demain, pas dans un communiqué, pas dans une interview, ici, maintenant et en une phrase. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Fâchant hésitant, tenta de résister à l'évidence. Une phrase, monsieur le Premier ministre Mélenchon a publié une tribune fleuve. 3000 mots. Relayés partout. Il a mobilisé toute la gauche, saturé les médias. Vous comptez lui opposer une phrase, Lecornu le coupa sans hausser le ton, mais avec cette autorité tranquille qui clôt un débat avant qu'il ne commence. Justement, parce que c'est là qu'il ne m'attend pas. Mélenchon a construit un château de mots brique par brique, espérant m'y piéger dans une joute d'arguments. Il pense que je vais m'essouffler à répondre point par point. Mais non, je vais faire sauter tout ça avec une grenade de simplicité. Vallière, qui connaissait le style Lecornu mieux que quiconque, comprit en un éclair. Vous voulez désamorcer sa machine en coupant l'alimentation, le priver de débat. Exactement, confirma Lecornu en se réinstallant calmement dans son fauteuil. Mélenchon, c'est un gladiateur du verbe, un maestro de la mise en scène oratoire. Il espère que je monte sur son ring. Mais je vais faire autre chose, je vais lui prouver qu'on peut éteindre un feu de forêt avec une seule goutte. Gustine ouvrit son carnet prêt à noter. Alors cette goutte, elle dit quoi? Lecornu inspira profondément. Il savait que cette phrase serait soit un coup de génie, soit une erreur fatale. Voici ce que je vais dire. Et rien d'autre, monsieur Mélenchon, allez-y déposer votre motion. J'attends. Le vide sonore qui s'installa après la déclaration de Lecornu était presque violent. Façan tenta de dire quelque chose, ouvrit la bouche, la referma, puis tenta à nouveau sans succès. « Attendez, c'est tout ce que vous allez dire, c'est exactement ça », répondit Lecornu imperturbable comme s'il annonçait la météo. « 7 mots. Pas d'argumentaire fleuve, pas de plaidoirie défensive, aucune pique en retour. Juste un coup net franc qui ne laissait place qu'à 2 lectures, un acte de bravoure ou une démonstration d'arrogance froide. Vallière lui avait déjà vu le tableau complet. Il comprenait le mouvement d'échec et mat qui se dessinait. En clair, vous le poussez à jouer sa carte. Vous forcez sa main. Soit il va au bout et il peut perdre la face si ça échoue. Soit il recule et il passe pour un bavard impuissant. Et dans tous les cas, vous ne lui laissez aucun angle d'attaque. Exactement, confirma Lecornu. Il ne verra rien venir. Mélenchon a bâti toute sa mise en scène sur l'idée que je vais temporiser, négocier ou m'esquiver. Mais au lieu de fuir, je lui tends la porte qu'il entre. Je fais s'effondrer sa dramaturgie en la réduisant à une simple formalité bureaucratique. Je coupe le courant de son théâtre politique. Et si jamais il allait jusqu'au bout, lança une voix dans la salle. Et si la motion passait, si la gauche s'unissait et que le Rassemblement national décidait de suivre le mouvement, Lecornu s'inclina doucement vers l'avant, posa ses coudes sur la table et balaya du regard chacun de ses conseillers un par un. Son ton était calme, mais son regard tranchant comme une lame. Dans ce cas, je tomberai. Mais je ne tomberai pas en fuyant. Je tomberai droit les yeux rivés dans ceux de mes adversaires, sans reculer d'1 millimètre, sans lâcher la moindre conviction. Et croyez-moi, cela laissera bien plus de traces dans les livres d'histoire que les petites batailles de couloirs menées dans l'ombre. Le choix était scellé. À 11h tapantes, Lecornu déclencha une conférence de presse éclair dans la cour de Matignon. Pris de court, les journalistes rappliquèrent à toute vitesse, certains encore en train de courir depuis le métro, quand le Premier ministre fit son apparition. Seul, sans notes, sans pupitre. Le ciel de septembre était éclatant et les pavés humides reflétaient les rayons du soleil comme des éclats de verre. En face de lui, une forêt de caméras. BFM TV, LCI, CNews, toutes interrompirent leur programme en urgence. L'heure était venue. Dans son QG du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon leva les yeux de son clavier. Il peaufinait un nouvel article au vitriol pour son blog quand un collaborateur surgit comme une rafale. Lecornu vient de convoquer une conf de presse. C'est en direct là tout de suite. Mélenchon esquissa un rictus. Évidemment qu'il allait réagir comme ils le font tous, toujours. Il s'attendait à la formule habituelle attaque contre l'extrême gauche sermon
sur la responsabilité nationale, main tendue à l'opposition modérée. Une parade classique sans surprise. Le chef de file des Insoumis saisit la télécommande, alluma l'écran, s'enfonça dans son fauteuil en cuir comme un roi s'installant pour admirer son triomphe. À Matignon, le cornu, lui, se tenait déjà sur le perron. Il attendait, droit, immobile, sans note, sans pupitre, pas un sourire, pas un froncement, juste ce calme étrange, un calme glacial, presque inquiétant, qui tranchait net avec la tempête médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter lança un brin essoufflé. « Monsieur le Premier ministre, votre réaction à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon ». Le cornu planta ses yeux dans ceux du reporter, puis tourna lentement la tête pour faire face à la forêt de caméras braquées sur lui. Ce qu'il déclara alors allait faire le tour des réseaux sociaux, devenir la punchline politique de l'année disséquée sur tous les plateaux comme un événement tectonique. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Pas un mot de plus. Il se retourna aussitôt et franchit les portes de Matignon, laissant derrière lui un mur de micros sans réponse, une volée de questions suspendues dans l'air, 7 mots, 10 secondes, et un blanc télévisuel stupéfait. Dans les locaux de BFM TV, le présentateur resta figé le regard dans le vide avant de balbutier. Eh bien, personne n'avait vu ça venir. Le cornu vient littéralement de répondre à Mélenchon avec 7 mots, chronométrés. Sur France Info, Anne Rosencher, d'habitude posée, ne put cacher sa stupeur. C'est hallucinant, il ne justifie rien, ne tente aucune ouverture. Il frappe, frontalement. C'est un ovni en communication politique. Les réseaux sociaux prirent feu, littéralement. En moins de 5 minutes, le hashtag #allez-y grimpait en flèche, squattant le sommet des tendances Twitter. Les notifications pleuvaient, comme une pluie de météores. Le cornu vient de signer un chef-d'œuvre de communication politique, tweetait un éditorialiste du Monde. 7 mots qui pulvérisent les 3000 de Mélenchon. C'est du grand art, commentait un chroniqueur du Figaro. Mais derrière le feu d'artifice numérique, tous les regards attendaient une seule chose, la riposte de Mélenchon. Dans son bureau, le chef de file des Insoumis fixait l'écran. Et pour une fois, ce n'était ni la rage dans ses yeux, ni la surprise. Ses collaborateurs interloqués lui découvraient un regard nouveau, celui d'un homme qui reconnaît à contre-cœur un coup de maître. Une assistante brisa le silence, la voix hésitante. « Monsieur Mélenchon, vous souhaitez répondre. Les rédactions vous appellent toutes. Long silence, très long. » Il avait parfaitement saisi ce qui venait de se produire. Le cornu venait de retourner la table. Il avait transformé une menace calculée en un duel à ciel ouvert, une stratégie de guerre froide en affrontement frontal. Et surtout, il avait volé la lumière. Il était devenu en 10 secondes le centre du spectacle, à la place de Mélenchon. Durant les 24 heures précédentes, Mélenchon occupait tous les écrans, toutes les colonnes, tous les plateaux. L'offensive était la sienne, la scène lui appartenait. Mais en l'espace d'un instant, tout avait basculé. Désormais, ce n'était plus lui qu'on commentait, c'était le cornu. L'insoumis, maître du tempo médiatique, venait de se faire doubler sur sa propre piste. Finalement, Mélenchon se leva le visage fermé et lança d'une voix tendue à son équipe « Organisez une conférence de presse à 15 heures. Il est temps de lui rappeler qu'on ne défie pas Jean-Luc Mélenchon sans en payer le prix. » Mais dans cette phrase pourtant bravache, ses plus proches collaborateurs décelèrent une vibration étrange, un souffle d'hésitation, comme une minuscule fissure dans la cuirasse oratoire habituelle. À 15 heures tapantes dans une salle comble de la Maison de l'Amérique latine, quartier général symbolique de LFI. Mélenchon prit place face à une meute de journalistes. Devant lui, un discours long, dense, ciselé. Il était prêt, du moins en apparence. Mais à peine avait-il ouvert la bouche que les questions tombèrent tranchantes comme des scalpels. « Monsieur Mélenchon, allez-vous vraiment déposer la motion comme le Premier ministre vous y a invité ? N'est-ce pas lui maintenant qui tient les rênes du débat politique ? 7 mots contre 3000 ? N'êtes-vous pas en train de perdre le contrôle de la narration ?» Mélenchon leva les mains d'un geste sec imposant, le silence dans la salle survoltée. Son regard était dur comme la pierre, son visage fermé comme une forteresse. « Évidemment que la motion sera déposée. Nous l'avons promis et nous tiendrons parole.
Ce ne sont pas les petites formules théâtrales de Monsieur le Cornu qui vont nous faire reculer, mais il y avait un détail qui clochait, un infime décalage entre le ton et les mots. Et les journalistes, eux, ne s'y trompèrent pas. Ils flairèrent ce soupçon d'hésitation dans une voix pourtant entraînée à haranguer les foules. Pendant 10 bonnes minutes, Mélenchon déroula son discours classique, la démocratie en crise, l'arrogance du pouvoir, le déni du suffrage. Mais rien n'y faisait. Toutes les questions revenaient inlassablement au même point de friction, les 7 mots de l'écornu. Un journaliste du Parisien finit par taper « là où ça fait mal ». Justement, monsieur Mélenchon, le cornu ne se dérobe pas. Il vous provoque, il vous attend. N'est-ce pas exactement ce que vous appeliez de vos vœux? Et là, Mélenchon craqua. Une explosion d'agacement presque incontrôlée. Ce que je veux, c'est qu'on en finisse avec cette mascarade qu'est le macronisme. Ce que je veux, c'est que la voix du peuple soit enfin respectée, que le cornu continue son cirque. Nous, on va le faire tomber. La scène de la colère de Mélenchon passa en boucle sur toutes les chaînes d'infos comme un mème politique national. Et une fois encore, c'est le cornu qui sortait gagnant de l'affrontement. Le tribun insoumis, habituellement maître du tempo, apparaissait désormais comme l'homme emporté par ses nerfs, alors que le Premier ministre lui restait impassible, presque stoïque. Le terrain psychologique avait changé de camp, mais ce n'était que le début de l'affrontement. Dans les jours qui suivirent, le cornu mit en place une stratégie à double fond. Devant les caméras, il répétait inlassablement le même message calme et sûr de lui, comme un mantra « J'attends la motion de M. Mélenchon ». Quand elle tombera, nous verrons qui assume vraiment ses convictions. Mais pendant ce temps-là, à l'abri des projecteurs, il menait un travail de sape finement orchestré, discussions confidentielles, café impromptu, coups de téléphone discrets. Il tentait de rallier à sa cause les socialistes, les écolos et même quelques députés LR désabusés. Son discours limpide, Mélenchon veut tout faire exploser. Moi, je vous demande 3 mois pour prouver qu'on peut gouverner autrement. Juste 3 mois, et c'est ainsi que le 15 septembre, dans l'atmosphère feutrée d'un appartement cossu du 7e arrondissement, le cornu retrouva Olivier Faure et Boris Vallaud. La réunion dura 4 heures. Faure mit les cartes sur la table, pas de 49,3 sur le budget, un recul sur les retraites et une fiscalité renforcée sur les grandes fortunes. Les lignes commençaient à bouger. Le cornu laissa ses interlocuteurs parler, les écouta sans les interrompre, puis répondit d'un ton franc sans détour, cette honnêteté brutale qui commençait à faire sa réputation. « Je ne vais pas vous faire de promesses irréalistes. Supprimer la réforme des retraites, impossible. Macron n'en voudra jamais et vous le savez aussi bien que moi. En revanche, je peux suspendre son entrée en vigueur pendant 6 mois pour ouvrir une vraie phase de dialogue. Quant aux plus riches, je suis prêt à instaurer une contribution exceptionnelle sur les patrimoines élevés. Ce ne sera pas un retour pur et simple de l'ISF, mais ça y ressemblera. Et je vous donne ma parole, pas un mot du 49.3. Faure et Vallaud se lancèrent un regard pesé plein de sous-entendus. Ce n'était pas la révolution sociale, loin de là, mais c'était déjà bien plus que des paroles creuses. Pas de quoi enthousiasmer les plus à gauche, mais assez pour justifier une abstention stratégique plutôt qu'un vote hostile. Faure formula alors la question que tout le monde redoutait, et si Mélenchon va quand même jusqu'au bout? Un sourire en coin se dessina sur les lèvres du Premier ministre. C'est là que ça devient intéressant. S'il dépose sa motion et qu'elle est rejetée parce que vous vous abstenez, il perd la face. S'il recule et n'ose même pas la déposer après tout son cinéma, il perd toute crédibilité. Dans tous les cas, j'ai renversé la dynamique, simplement en l'invitant à passer à l'acte. Olivier Faure resta silencieux un instant, hocha lentement la tête. Il comprenait mieux soudainement ce qui avait poussé Emmanuel Macron à parier sur cet ancien ministre de la Défense. Le cornu, derrière son calme apparent, était un joueur d'échecs redoutable. Pendant ce temps, dans les rangs de la France insoumise, la tension montait à son comble. Les discussions étaient presque électriques. Mathilde Panot militait pour une action immédiate. Nous avons promis, il faut déposer la motion sans attendre. Mais Manuel Bompard, plus froid et calculateur, jetait une ombre de prudence. Attention, si les socialistes s'abstiennent, la motion échoue et nous passons pour des amateurs.
Mélenchon, d'ordinaire si expansif, gardait un silence inhabituel. Son intuition lui criait que le piège se refermait, mais il ne voyait aucune sortie qui lui permettrait de sauver la face. Puis vint le 20 septembre. Le Cornu monta à la tribune pour son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et l'achat implacable. On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. L'hémicycle s'embrasa instantanément. Les députés de la FI hurlèrent, scandalisés. Mélenchon, perché dans les tribunes, pâlit, mais le coup était porté. Le Cornu venait de retourner l'accusation de lâcheté contre son plus redoutable adversaire. Le lendemain, la motion fut déposée, mais le vent avait tourné. Ce qui devait être une offensive triomphale ressemblait maintenant à un acte contraint tardif. Les socialistes annoncèrent leur abstention, les écologistes suivirent. Même au sein de la FI, quelques députés murmuraient leurs doutes dans les couloirs. Le 25 septembre, l'Assemblée entra dans le vif du sujet. Jean-Luc Mélenchon s'avança à la tribune et livra une prestation de 40 minutes, verbe ample, énergie intacte, argumentaire parfaitement calibré pour galvaniser les siens. Un discours comme il sait les faire, long, dense, habité. Puis vint le tour de Le Cornu. Et là, changement radical de registre. Quelques phrases, pas une de trop. Une réponse sèche, presque clinique. Monsieur Mélenchon vient de parler 40 minutes. Je ferai plus court. Vous voulez me faire tomber, alors votez. J'assumerai votre choix quel qu'il soit. Mais assez de paroles. Passons aux actes. Le verdict tomba sans appel. Pour la France insoumise, ce fut une claque 203 voix seulement, en faveur de la censure, soit 86, de moins que le seuil requis. La motion échouait. Le Cornu restait solidement installé à Matignon. Dans la presse, le jugement fut sans nuance. Le Monde résuma l'épisode d'un titre chirurgical. Le Cornu déjoue le piège mélenchoniste. Libération souligna l'essentiel, 7 mots plus efficaces qu'un discours fleuve. Même à gauche, le doute s'installa. Sur France, Inter-Manuel Bompard lâcha lucide. Nous avons sans doute mal évalué le Cornu. Ce soir-là, les écrans illuminaient le bureau de Matignon. Autour de Sébastien Lecornu, l'équipe suivait le décompte final, chiffres figés, tension relâchée. Vallière rompit le silence en levant sa coupe de champagne. Monsieur le Premier ministre, vous l'aviez senti. 7 mots et tout a basculé. Le Cornu, lui, ne savourait pas la scène comme un vainqueur ivre de succès. Aucun sourire triomphant. Il savait parfaitement que ce moment n'était qu'un avantage provisoire, un point marqué dans un match bien plus long. Restons lucides. Mélenchon a perdu cette manche, pas la partie. Et il comprend vite, la prochaine confrontation sera plus dure. Cette prudence n'était pas feinte. Car dans un bureau discret du 2e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était ni effondré ni furieux. Il réfléchissait, en silence. Il venait de cerner la nature réelle de son adversaire. Le Cornu n'était pas un premier ministre de transition, ni un fusible interchangeable. C'était un stratège, un joueur d'échecs, capable d'anticiper plusieurs coups avant même que la partie ne s'emballe. Les semaines suivantes donnèrent raison à cette intuition. Le rapport de force avait changé. Le Cornu fit adopter son budget sans dégainer le 49,3. À force de concessions réelles, il obtint les abstentions socialistes nécessaires et mit en œuvre la fameuse taxe sur les hauts patrimoines. Une manœuvre suffisamment habile pour lui valoir fait rare quelques signes d'approbation, gêné du côté de la gauche modérée. Surtout, Le Cornu ne dévia jamais de son style une communication dépouillée frontale sans la moindre dentelle. À chaque salve venue de Mélenchon, il répondait par des phrases courtes, presque sèches, mais toujours incisives. Quand la France insoumise attaqua sa politique de défense, il balaya l'accusation d'un simple « faites mieux ». Je vous écoute. Lorsque Mélenchon l'accusa d'être au service des plus fortunés, la riposte fut tout aussi froide. Démontrez-le avec des chiffres. J'attends. À chaque échange, la mécanique était la même. Le Cornu renvoyait la balle, transformant la posture accusatrice en obligation de preuve. La rhétorique devait céder la place aux faits. Et, inlassablement, Mélenchon se retrouvait enfermé dans le piège qu'il avait lui-même tendu. 6 mois plus tard, en mars 2026, lors d'un entretien accordé au Monde, la question tomba. Quel a été, selon vous, le moment décisif de vos débuts à Matignon?
Lecornu répondit sans la moindre hésitation. Le jour où j'ai choisi de répondre à Mélenchon en 7 mots plutôt qu'en 7 pages. C'est là que j'ai compris que la politique d'aujourd'hui ne se gagne pas avec les discours les plus interminables, mais avec les vérités les plus percutantes. La même question fut posée à Mélenchon quelques jours plus tard. Il esquissa un sourire teinté d'amertume. Ce jour-là, Lecornu m'a donné une leçon. Il m'a rappelé qu'en politique, un silence bien placé peut frapper plus fort qu'une avalanche de mots. Est-ce que j'ai retenu la leçon? Vous le saurez en temps voulu. Aujourd'hui encore, dans les amphithéâtres de Sciences Po, comme dans les salles de cours de l'ENA, cet épisode est décortiqué comme un manuel vivant de communication politique contemporaine. Les étudiants y dissèquent la manœuvre comment? Lecornu a retourné une menace mortelle en démonstration de puissance, comment il a désarmé la logorrhée adverse par la brièveté, comment il a repris la main en choisissant l'affrontement assumé plutôt que l'esquive prudente. Certains observateurs y voient un moment fondateur au même titre que le célèbre « Moi président » de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. D'autres évoquent l'ombre du « Je vous ai compris » lancé par De Gaulle à Alger. À chaque fois, le même ressort, une phrase courte, limpide, capable de bouleverser l'équilibre politique. Mais au-delà du simple coup de com', cet instant révéla surtout quelque chose de plus rare chez Sébastien Lecornu, une audace peu commune dans le monde politique, celle de la simplicité. Là où tant d'élus se réfugient derrière un jargon opaque des pirouettes diplomatiques ou des explications interminables, Lecornu choisit la ligne droite, dire peu, dire clair, sans masque. Ce matin de septembre 2025, en répondant à Mélenchon par 7 mots à peine, il n'a pas seulement réussi une séquence médiatique mémorable. Il a posé les fondations d'un style, d'une méthode, d'une façon d'exercer le pouvoir qui allait imprégner durablement son passage à Matignon. Mais stoppez un instant le récit. Il manque encore une pièce essentielle à cette journée que l'on croyait déjà entièrement décryptée. Un détail resté dans l'ombre révélé bien plus tard à demi-mot lors d'un échange officieux avec un journaliste du Canard enchaîné. Une confidence tardive qui rebat totalement les cartes et change la lecture de cet instant devenu mythique. Car ce matin-là, en septembre, lorsque Lecornu réunit en urgence son équipe après l'annonce fracassante de Mélenchon, la fameuse formule choc n'existait pas encore. Pas même une esquisse. La vérité est beaucoup moins instantanée qu'on l'imagine. La réunion s'étira sur près de 2 heures au cours desquelles 3 discours complets furent élaborés. Des textes longs, structurés, pesés, chacun occupant plusieurs pages. Le premier relevait de la défense classique démontée méthodiquement. La motion expliquait pourquoi elle n'avait aucune légitimité. Le second assumait l'attaque frontale visant directement la stratégie de la France insoumise. Le troisième, enfin, jouait la carte de l'apaisement, ouvrant la porte à un dialogue avec l'ensemble des forces politiques. 3 options, 3 chemins possibles, et aucun à ce moment-là ne contenait encore ces 7 mots appelés à entrer dans l'histoire.